Ce qui vient de se passer à l'Est de l'Europe, est un changement profond dans tout l'équilibre du monde. Les peuples de ces pays ont mis fin à la parenthèse léniniste et stalinienne, enterré toute une époque noire de la vie de l'humanité et enterré aussi un projet d'organisation sociale qui voulait sûrement plus de justice, mais qui n'y parvenait qu'en organisant la pénétration de l'administration et de la police dans la totalité des rouages de la société. Et finalement, personne n'en a plus voulu, et le système a implosé partout. Le monde en sera radicalement différent. Nous avons donc un devoir d'imagination politique et d'imagination sociale gigantesque, comme jamais on ne l'a eu, pour faire que les besoins de sécurité du monde soient recherchés par la négociation collective et l'organisation collective. C'est dans cet esprit que François Mitterrand a parlé par exemple de confédération européenne. Voilà un enjeu qui est à la taille du socialisme démocratique, et c'est la raison pour laquelle les socialistes de France devraient être fiers d'être membres de la plus grande des organisations internationales qui rallient des hommes. L'Internationale socialiste, aujourd'hui, elle comporte 83 ou 84 partis membres, plusieurs centaines de millions de membres, et elle se bat autour du même projet, qui est celui du socialisme démocratique. Incidemment, il nous faudra gagner une bataille de plus. C'est que le monde communiste a entrepris et failli gagner un combat verbal, un combat de vocabulaire, pour nous faire croire qu'ils construisaient chez eux le socialisme. Et il y a là une ambiguïté terrible que nous aurons à reconstruire en réaffirmant les valeurs non collectivistes, les valeurs de liberté du socialisme démocratique. L'identité socialiste d'aujourd'hui, c'est un combat pour la justice sociale dans un monde de compétition, sans chercher à annuler cette compétition, mais en corrigeant les injustices. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas des libéraux, que nous voulons que la puissance publique, l'État, continue à jouer non seulement un rôle de régulateur, de correcteur des injustices, mais aussi un rôle d'inventeur de l'avenir. En outre, à partir du moment où nous ne sommes plus sous la menace de la guerre stratégique entre les deux superpuissances militaires, émerge immédiatement comme principal problème du monde celui du sous-développement. 3 milliards d'hommes n'ont pas d'espoir, 1 milliard d'hommes meurent de faim. Cela est porteur d'un dramatique conflit qui devient le premier. C'est le grand enjeu maintenant. L'avenir de la planète va se jouer entre les forces du capitalisme libéral et les forces, disons, de la démocratie socialiste. En 1988, la gauche est revenue au pouvoir, et, chance historique, en même temps que la gauche revenait au pouvoir, la croissance mondiale s'améliorait un peu. La gauche et la croissance revenaient. Le drame historique de la gauche française, c'est souvent qu'arrivant au pouvoir et porteuse de presque trop d'espérance, elle en faisait trop vite, et il n'y a guère eu de gouvernement de gauche qui, au bout de 2 ans, ne se pose pas le problème de la pause, de l'arrêt des réformes. Cette formule a été reprise sous Léon Blum, déjà le cartel des gauches. Elle est venue assassiner les espérances de la libération, ne l'oublions pas. Très rapidement, elle a condamné le gouvernement de M. Guy Mollet, et la même formule a manifesté une certaine inquiétude au bout des 2 premières années des gouvernements socialistes après 1981. Et c'est notre chance et c'est mon honneur qu'aujourd'hui, l'ordre du jour ne soit pas la pause, mais la deuxième étape. Par rapport à cette deuxième étape, s'engage un ensemble de réformes tout à fait considérables. La première a été d'améliorer immédiatement le revenu et le pouvoir d'achat des fonctionnaires, légèrement, mais tout de même de cesser la tendance à la baisse, de stabiliser puis de repartir. J'évoquerai pour mémoire, mais il faut bien le dire, les accords réalisés en Nouvelle-Calédonie, l'arrêt d'une guerre civile commencée, en fait. Et maintenant, des perspectives de développement en Nouvelle-Calédonie qui sont plutôt positives et favorables. J'évoquerai le revenu minimum d'insertion. Nous avons lutté, et je dirais sans modestie que c'est une des fiertés de mon gouvernement, nous avons lutté contre la très grande pauvreté, contre l'exclusion. Si l'on compte non seulement les adultes, mais aussi les enfants, les familles qui sont marginalisées ou complètement exclues du développement de la société française, de l'accès à un pouvoir d'achat décent, on atteint presque le 1,5 million de personnes, sinon pas loin de 2 millions, c'est difficile à chiffrer, nous savons mal. Le signe d'ailleurs, c'est que l'allocation du revenu minimum d'insertion concerne pas loin de 500 000 personnes aujourd'hui,
Mais au-delà de cet effort immense, que vient compléter d'ailleurs le crédit formation, le fait de donner à tous ceux qui ont été exclus une vraie deuxième chance dans la vie, c'est la politique de lutte contre l'exclusion. L'intégration de tous ceux qui sont marginaux, qu'ils soient français ou immigrés, il n'y a pas là de distinction à faire. C'est tous ceux qui sont exclus de la société auxquels il faut apporter un remède. Leur intégration passe par là. Revenu minimum d'insertion et politique de deuxième chance, politique du crédit formation. Et puis, il y a surtout l'emploi. Nous frisions les 11% de la population active en chômage, et ça veut dire des souffrances personnelles, ça veut dire des destins brisés, ça veut dire une perte économique considérable, ça veut dire une déqualification de beaucoup de gens, et ça veut dire la perte d'espoir pour bien des familles. La politique, bien sûr, a consisté à les aider financièrement, mais l'essentiel, c'est tout de même de faire diminuer le chômage. La conjoncture économique mondiale nous y a un peu aidés, mais néanmoins, ça a été mon premier souci. Dès le 14 septembre 1988 sortait le premier plan de lutte contre le chômage, le premier plan pour l'emploi du gouvernement que j'ai l'honneur de conduire. Le 13 septembre 89, deuxième édition, nous avons fait des efforts considérables et les résultats commencent à s'enregistrer. Pendant l'année 1988, se sont créés 250 000 emplois nouveaux, plus 350 000 emplois nouveaux en 1989. Ce qui fait tout de même plus 600 000 emplois nouveaux en 2 ans. C'est un résultat considérable. Ce qui doit changer concrètement pour la vie quotidienne des Français dans les années qui viennent, c'est qu'il nous faut dans ce pays réduire les inégalités, assurer un financement stable et durable de notre sécurité sociale et faire marcher mieux l'appareil de l'État, notamment en ce qui concerne l'éducation. En capacité d'accueil, en revalorisation progressive, mais planifiée sur 10 ans, de la rémunération des enseignants, en modification du contenu des programmes, en amélioration, en lutte contre l'échec scolaire, en amélioration des calendriers scolaires, en intégration meilleure du sport et des éducations artistiques et sensibles dans la vie scolaire. Chantier immense et qui durera des années, mais qui est fermement commencé. Deuxième chantier, la rénovation du service public, c'est-à-dire le souci d'organiser les administrations de l'État, les services publics, dans des conditions de plus grande responsabilité, de meilleur accueil des usagers, de plus grande proximité des décisions par rapport à ceux qui les subissent ou qui les demandent, et de plus grande rapidité de réponse aux anxiétés, aux besoins ou simplement aux décisions à prendre. Troisième chantier, la ville. Dans notre vieux pays, le gouvernement est réparti, les tâches de conduite de l'administration sont réparties, si j'ose dire, verticalement, par nature de fonction. L'équipement, le logement, les finances, les affaires étrangères, l'intérieur, la justice, tout le monde connaît. Les problèmes de la société française sont tous horizontaux. L'aménagement rural, ça concerne tout le monde. La ville, tout y est. Notre drame cumulé de l'échec scolaire, de la délinquance, du désarroi de la jeunesse, de la mauvaise intégration de certaines couches d'immigrés, c'est dans les villes qu'il se passe, et tout spécialement dans certains quartiers, dans la plupart des banlieues. Dès mon arrivée au gouvernement, en juin 88 devant l'Assemblée, j'ai évoqué ce problème à la tribune de l'Assemblée dans des conditions qui ont fait sourire ici ou là. Personne n'en sourit plus maintenant. Quand je parlais des cages d'escaliers à refaire, des ascenseurs en panne, des boîtes aux lettres cassées, c'est bien ce problème. Nous avons immédiatement mis en place la mission interministérielle de la ville et nous sommes en ce moment même en train de mettre en place des contrats avec les maires pour traiter les 400 quartiers dégradés de France où se pose avec acuité le cumul des problèmes. Tout ce travail, on voit, on commence à mesurer qu'il entraîne de bons résultats. Je connais des cas, les Minguettes pour partie, une partie du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie, Chanteloup-les-Vignes, encore quelques autres, où comme ce travail-là, il était expérimental, a commencé depuis plusieurs années, aujourd'hui, on voit baisser l'échec scolaire, on se sent plus en sécurité, on recommence à pouvoir mieux sortir le soir. Simplement, c'est du travail qui prend 4 ou 5 ans dans chaque quartier, qui exige une mobilisation pour accompagner chaque souffrance, chaque malaise, chaque misère humaine, du contact personnel avec un individu connu, avec un nom, avec un visage, qui le guide dans la recherche des stages de formation, des démarches pour telle allocation, dans le maquis de toutes ces procédures que nous avons mis en place pour aider, mais qui sont nombreuses, compliquées, inévitablement. La sortie du drame personnel, la grande politique sociale d'aujourd'hui maintenant,
c'est bien sûr toujours de l'argent, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est le fait que dans l'aventure personnelle qui consiste à sortir de la misère, il y a un visage, un homme, une femme, quelqu'un qui guide. Voilà ce qu'est la grande politique sociale d'aujourd'hui. Elle doit prendre un nom, un visage. La politique de la ville a pour objet de le faire dans tous les grands aspects du développement urbain. C'est peut-être là le projet généreux, le projet efficace d'une France d'avenir. Parlons de notre parti. Grand par ses responsabilités historiques, il l'est un peu moins par sa nature et son mode de fonctionnement. N'oublions pas qu'il est de grands partis au sens quantitatif dans notre international. Il est près d'1 million de membres du SPD, il est près de 800 000 socialistes autrichiens dans ce petit pays, il est plus de 600 000 socialistes suédois. Nous sommes fiers de nos, je ne sais, 180 000, peut-être un peu moins. Cela n'est pas à la taille de la France. Il arrive qu'on s'ennuie dans nos sections, tout le monde le sait. Pourquoi ne le dirais-je pas? Parce qu'on y a toujours un seul sujet de conversation, qui est la vie municipale ou les échéances électorales nationales. Si chacune de nos sections se sentait responsable de toute l'animation de la vie sociale, associative, culturelle, sportive, par canal interposé autour d'elle, naturellement la vie serait plus vivante, et on songerait même peut-être au-delà de ça à faire la fête ensemble, et non pas seulement à parler politique. Notre démocratie interne a été trop centralisée. Le parti vivra mieux si les difficultés locales, de section ou départementales peuvent maintenant s'arbitrer sans recours au national. Si les camarades militants ont davantage d'autorité, de responsabilité en dernier sort pour le choix des candidats du parti aux élections, s'ils contribuent davantage à la délibération sur les choix centraux des orientations du parti. Tout cela est décisif. Je souhaiterais, par exemple, que nos camarades voyagent davantage dans les pays voisins pour s'imbiber de la manière dont vivent des partis socialistes ou sociodémocrates qui ont une expérience un peu différente de la nôtre et parfois enrichissante. N'entrons pas dans des débats statutaires immédiats. On ne transforme pas les statuts et les règles de fonctionnement d'un parti par conflit et les uns contre les autres à des majorités courtes. Il faut que nous sortions de ce congrès-là avec une volonté commune de nous poser ensemble et de résoudre ensemble et consensuellement ces difficultés. Le garant du fait que nous conduirons jusqu'au bout cette transformation de notre pays, ce pas en avant vers plus de justice, moins d'arbitraire, plus de générosité, de rayonnement, la capacité de la France à assumer toutes ces immenses responsabilités internationales et sur le long terme, c'est le parti qui la porte, et d'une certaine façon lui seul. La France a aujourd'hui un exécutif, un président de la République, un gouvernement, qui sont respectés par nos concitoyens. Tout va dépendre de la cohésion, de la volonté de combat commun entre le pouvoir exécutif, le législatif, mais surtout le parti lui-même, derrière ses enjeux et ses ambitions. Les victoires futures sont à portée de la main, elles sont d'ailleurs cruellement nécessaires pour assurer la continuité, elles sont à portée de la main, elles ne dépendent que de nous. Ne comptons pas sur les fautes, les faiblesses ou les impuissances de l'adversaire pour les remporter.